à tous et bienvenue dans cette table ronde qui sera entièrement consacrée à l'Afrique et en particulier à l'aménagement territorial en milieu urbain. Alors on le sait, l'Afrique c'est un continent d'opportunités, un continent de croissance, croissance économique, croissance technologique et croissance démographique. On sait, on l'a répété, que le continent devrait accueillir à peu près 4,4 milliards d'habitants d'ici 2100, soit 40% de la population, en majorité des néo-citadins auxquels il faudra trouver des opportunités d'emploi, mais offrir également des conditions de vie décentes et durables. Les défis sont nombreux, mais les opportunités existent, elles sont là. Et tout au long de cet échange, nous allons voir quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui sur le continent pour répondre à ces défis. Alors pour en parler, j'ai la chance d'être entourée par un panel assez exceptionnel, à la fois dématérialisé en raison du contexte de la Covid-19 et également en présentiel ici dans cette magnifique salle des fêtes de la salle de la mairie de Paris. Donc je vais tout de suite présenter nos panélistes. Tout d'abord, je vais m'orienter vers Cotonou, où je vais accueillir Monsieur le ministre, Monsieur José Tonato, qui est le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, en direct avec nous depuis Cotonou. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Madame. Je suis également en compagnie de Madame Ouloto, qui est ministre de l'Assainissement et de la Salubrité de la République de Côte d'Ivoire, qui est avec nous aujourd'hui en direct depuis Abidjan. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui depuis Abidjan. Merci. Je suis également entourée ici à Paris par Monsieur Mario Pezzini, qui est le directeur du Centre de développement de l'OCDE. Merci Monsieur Pezzini. Mon plaisir. Et enfin, Monsieur Frédéric Audras, qui représente l'AFD, l'Agence française de développement, dont nous suivons très régulièrement l'actualité. Il est responsable de la division développement urbain, logement et habitat. Exactement, merci. Voilà, c'est pas évident de le dire dans le bon sens, mais on a réussi. Alors je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Les défis sont nombreux, hein, comme on l'a dit et répété. Et pourtant, cette volonté des pouvoirs publics en Afrique existe de transformer, de repenser l'aménagement territorial, en particulier dans ces villes. Et d'ailleurs, je vais partir tout de suite à Cotonou, rejoindre Monsieur Tonato. Vous êtes à la tête d'un ministère dont l'intitulé même témoigne de la volonté, de l'engagement de l'État d'intégrer cette dimension durable, éco-responsable à la base de vos projets de développement urbain. Concrètement, comment est-ce que cela se matérialise-t-il dans les rues de Cotonou, de Porto Novo, de Ouidah, Monsieur le ministre? Merci Madame. Je salue tous les panélistes. Je salue Madame Ouloto Abidjan. Je suis très heureux d'être en contact et de pouvoir partager avec vous un peu l'expérience du Bénin. Vous l'avez dit, je vais démarrer immédiatement dans le concret en disant que depuis 2016, nous avons un ministère qu'on appelle le ministère du cadre de vie et du développement durable et qui a l'avantage de travailler sur la synergie à un certain nombre de secteurs, notamment le secteur de l'habitat, le secteur du développement urbain et le secteur de l'environnement globalement. Cela dit, nous intervenons également dans le domaine du développement de la foresterie et de la gestion des aires protégées, ce qui fait que le ministère travaille globalement sur des programmes urbains, fondamentalement un programme que nous appelons Ville et territoires durables, qui nous permet d'entamer vraiment la question et la problématique du développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Voilà globalement un peu comment le ministère est dimensionné et du coup, nous avons un certain nombre de programmes majeurs. Je peux les citer très rapidement. Il y a le programme Environnement et Climat, le programme Eau, Forêt et Chasse, le programme Ville et Territoires durables et le programme Habitat accessible, logement pour tous. Globalement, ces programmes-là nous permettent de développer un certain nombre de projets
qui partent fondamentalement de la planification. Et au niveau de la planification, la dimension intégration de la dimension climat est fondamentale. Et donc, nous passons de la planification au développement d'un certain nombre de projets majeurs et enfin à la mise en place auprès des collectivités locales d'une gouvernance que nous voulons relativement inclusive, mais très ancrée au niveau local pour que les choses soient gérées de façon concrète au niveau des collectivités que sont les mairies et les municipalités. Je pourrais donc rapidement aborder un certain nombre de réformes qui ont été enclenchées dans le domaine de l'environnement, qui nous ont permis cette année de restructurer l'Agence béninoise pour l'environnement, qui est une agence qui intervient fondamentalement dans le screening des projets de développement. Nous avons pu également conduire de façon assez rapide, mais ça a duré quand même 2 ans, l'accréditation du Fonds national pour l'environnement et le climat au Fonds vert pour le climat. Au-delà de ça, nous avons un certain nombre de projets qui concernent l'amélioration fondamentale de l'environnement urbain à travers un programme qui est baptisé Asphaltage, mais un programme d'amélioration de la voirie et de l'assainissement en milieu urbain. C'est un programme qui couvre environ près de 200 km de voirie urbaine sur 9 villes, où nous traitons fondamentalement tous les aspects liés à l'aménagement de la voirie, à l'apport de l'éclairage public, à l'assainissement, au drainage des eaux pluviales, à l'implantation d'une certaine foresterie urbaine et enfin à la mise en place d'un certain nombre de services urbains. D'accord, alors les projets sont nombreux hein, et on voit bien que la dimension... Les projets sont nombreux, les projets couvrent également la gestion des déchets, les projets couvrent le développement d'un réseau d'équipements marchands. On a un programme de développement d'une trentaine de marchés urbains qui couvre également une bonne dizaine de villes. Un programme de gestion des déchets et de la salubrité urbaine sur l'ensemble de la grande conurbation de Cotonou. Globalement, voilà un peu les projets qui nous permettent aujourd'hui d'instaurer un cadre de vie que nous souhaitons plus favorable à la résilience au climat, globalement. Très bien. Alors, on voit que les projets, effectivement, ont commencé il y a déjà plusieurs années, mais qu'il y a une sorte d'accélération sur ces dernières années. Alors, évidemment, cet engagement du Bénin, on peut le retrouver dans différents pays du continent, notamment en Côte d'Ivoire. Je vais me tourner vers Abidjan, vers Madame la ministre. Alors, vous êtes en charge du ministère de l'assainissement et de la salubrité, et vous êtes connue un petit peu comme une dame de fer pour avoir mené des grands travaux d'assainissement, en particulier à Abidjan, le poumon économique du pays. En substance, d'où partiez-vous et pour quels résultats aujourd'hui, Madame la ministre? Je vous remercie et merci pour ces mots d'encouragement. Je voudrais saluer également donc, mon collègue de Cotonou et me féliciter de participer à cette importante tribune au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas pour cette heureuse initiative de partage d'expérience. Eh bien, je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire est heureuse donc de partager ce thème parce que vous vous souviendrez que le président Ouattara, le président de la République, a engagé la Côte d'Ivoire à travers l'accord de Paris sur le climat qu'il a signé donc, dans le cadre de cette dynamique mondiale de lutte solidaire contre le réchauffement climatique. Oui, la Côte d'Ivoire est vraiment engagée parce que, tout comme les grandes villes d'Afrique et du monde, la Côte d'Ivoire subit aujourd'hui la pression démographique. Nous avons un peu plus environ 30 millions d'habitants, et la seule agglomération d'Abidjan compte presque 7 millions d'habitants. Naturellement, avec tout l'impact que vous pouvez imaginer sur la qualité du cadre de vie. C'est la raison pour laquelle vous imaginez bien que, vu le fait que nous venons de loin, avec de gros problèmes en matière d'assainissement, en matière de gestion des eaux pluviales, donc de drainage des eaux de pluie, en matière également d'habitat, nous avons entrepris une profonde réforme, tout comme mon collègue vient de l'annoncer pour
son pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire a également entrepris plusieurs réformes qui nous auront donc amenés à prendre d'importantes initiatives afin de transformer nos villes en villes durables, plus respectueuses des exigences de notre planète. Ainsi, ces réformes ont porté sur plusieurs secteurs, notamment la gouvernance environnementale, le secteur de l'énergie, en ce qui concerne également la gestion des déchets solides, ainsi que des déchets liquides. Nous avons également connu des réformes au niveau des transports, au niveau de l'amélioration du territoire, au niveau de l'assainissement et du drainage, naturellement, et naturellement avec une politique volontariste en ce qui concerne donc au plan économique la création de nouveaux pôles économiques à l'effet de décongestionner Abidjan et de créer des pôles beaucoup plus attrayants, un peu plus attrayants, je devrais dire, pour les populations, de manière à les attirer vers d'autres localités qui leur permettront donc de pouvoir avoir du travail et des activités génératrices de revenus. Alors, je pourrais également, donc, dans ce cadre-là, partager avec vous notre expérience qui nous aura permis, en tout cas, de faire de grands bonds en avant en ce qui concerne, par exemple, la gouvernance environnementale avec des actions concrètes et celles qui sont en cours. Nous avons, par exemple, des projets en matière de lutte contre l'amélioration de la qualité de l'air et des autres formes donc, de pollution, avec un renforcement des capacités donc, de nos structures existantes. Nous avons également la révision actuellement en cours de la stratégie nationale de bas carbone et d'adaptation au changement climatique, l'amélioration de la collaboration entre l'administration centrale et l'administration territoriale, par exemple, qui sont des exemples concrets en matière de gouvernance environnementale. Si je prends le secteur de l'énergie, au niveau du secteur de l'énergie, la vision de l'État de Côte d'Ivoire consiste donc à accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Et cela se traduit au niveau des villes ivoiriennes par la transition vers des éclairages publics à partir de sources solaires. De plus, pour réduire la consommation énergétique du pays, une importante opération a permis de distribuer un peu plus de 75 000 lampes basse consommation à plusieurs ménages de Côte d'Ivoire. L'objectif étant de renforcer l'efficacité énergétique dans les bâtiments et de propulser en avant le concept d'éco-construction. C'est un concept, je pense, qui devrait certainement intéresser également mon collègue du Bénin. En milieu rural, une politique de la réduction de l'utilisation du bois de chauffe. D'accord, très bien. Alors, on voit peut-être un projet symbolique sur la mise en œuvre. Peut-être un projet symbolique sur l'assainissement au niveau des villes, à Abidjan, par exemple. Quel est un gros projet que vous auriez mené, Madame la Ministre? Ah oui, Abidjan a été pour nous, je voudrais dire, un cas d'école, parce que Abidjan avait, en 2011, une décharge à ciel ouvert, mais qui, malheureusement, avait un impact négatif sur la qualité du cadre de vie. Aujourd'hui, cette décharge est fermée au profit du premier centre de valorisation et d'enfouissement technique, au profit d'infrastructures modernes, des centres de transfert et de groupage qui n'ont jamais existé en Côte d'Ivoire et qu'on trouve d'ailleurs rarement en Afrique. Aujourd'hui, à Abidjan, vous avez plus de 300 camions et véhicules de collecte de déchets avec une stratégie moderne de collecte de ces déchets-là. Cela nous permet aujourd'hui de respecter nos engagements mondiaux et internationaux, mais également d'offrir aux Ivoiriens une gestion écologique de nos déchets solides, ménagers et assimilés. D'accord. Avec cette politique volontariste, vous imaginez qu'Abidjan aujourd'hui a fière allure.
La ville se transforme aujourd'hui à grands pas et notamment effectivement en termes de salubrité que vous conduisez cette politique avec beaucoup d'enthousiasme et de résultats aussi. Madame la ministre, alors j'ai envie de faire réagir Monsieur Audras, on reviendra d'ici quelques minutes. On va faire tourner un petit peu. Monsieur Audras, vous représentez l'AFD. L'AFD, c'est une agence qui se présente comme une agence 100% Accord de Paris. C'est-à-dire qu'au sein de cette banque de développement, toutes les initiatives dans lesquelles vous intervenez passent par un filtre climato-compatible. En substance, quels sont les critères de climato-compatibilité que vous proposez au sein de l'AFD ? Tout à fait. Nous sommes complètement alignés à 100% sur l'accord de Paris et avec un objectif d'avoir 50% de nos projets qui ont des co-bénéfices climat, c'est-à-dire des impacts positifs sur la trajectoire climat de nos partenaires. Alors très concrètement, quand un projet n'est pas compatible climat, on l'exclut, on ne le regarde pas, on ne l'instruit pas en termes de soutien. Et pour les projets que nous allons rentrer en cycle d'instruction et donc de financement, évidemment en dialogue avec nos partenaires, on va favoriser que les projets qui renforcent les composantes en faveur de l'atténuation ou de l'adaptation au niveau des effets du changement climatique. Alors ça, c'est quelque chose qui existe depuis 2018. On s'assure d'être vraiment aussi en cohérence avec les trajectoires de décarbonation des États avec qui on travaille, ou des collectivités locales, parce que vous savez qu'il y a des collectivités locales aussi qui ont leurs propres agendas climat, l'équivalent des plans climat-énergie territoire que l'on connaît en France, qui sont extrêmement développés. Alors, dans les outils, on a des outils, l'outil classique utilisé par beaucoup de bailleurs de fonds et beaucoup d'agences de développement, évidemment, c'est le bilan carbone. Donc on regarde les seuils en termes d'émissions de carbone évitées, mais on a également une approche très différenciée par secteur. Vous voyez, un projet de reforestation, on va l'examiner avec des outils différents, des grilles d'analyse différentes qu'un projet, par exemple, de logement dans une ville. Alors, avec un focus en particulier sur les villes durables, je vais me permettre, par rapport à Madame et Monsieur le Ministre, qui nous écoutent, quand on va travailler sur les villes durables, parmi les critères, évidemment, c'est le critère de densification urbaine. Tous les projets d'aménagement qui vont nous permettre de faire la densification urbaine et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire de réduire le transport des véhicules, etc. Voilà, on va le favoriser. On va également regarder tous les projets qui facilitent l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics comme dans les bâtiments privés. De la même façon, on va encourager un aménagement urbain résilient. Alors comment ? Quand on travaille sur des villes durables en Afrique, on va raisonner sur une approche globale d'abord de vulnérabilité climatique. Vous savez que tous les ans, rien qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a 1,5 million de personnes qui sont touchées par des événements tels que les inondations. Vous avez 2/3 des villes en Afrique qui sont considérées comme fragiles. Sur le sujet du climat, c'est-à-dire fragile par rapport aux grandes catastrophes liées au changement climatique. Donc il faut qu'on travaille sur l'aménagement urbain résilient, évidemment aussi, pourquoi ? Parce que la croissance urbaine est extrêmement importante sur le continent africain. Et également, alors pour faire tout ça, on a heureusement des outils d'accompagnement, des outils financiers d'accompagnement. La difficulté que l'on rencontre sur les villes africaines, c'est que certes, les bailleurs de fonds, comme l'AFD, nous avons des moyens à déployer en termes d'intervention, en termes de prêts bonifiés le plus souvent, mais il faut construire les projets. Il faut que les projets soient suffisamment matures. Et donc là, nous avons des ressources en dons, en accompagnement, qui nous viennent souvent de délégations, par exemple, de l'Union européenne, ou je dirais des coopérations que nous faisons inter-bailleurs de fonds pour préparer les projets matures ici et que ces projets-là deviennent, entre guillemets, bancables, finançables par des bailleurs de fonds comme nous et d'autres, comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, etc. D'accord, très bien, merci beaucoup. Monsieur Pedini, merci de votre patience. Alors, j'en viens à vous. Vous êtes le directeur du Centre de développement de l'OCDE. Vous êtes un économiste chevronné. Malheureusement, oui. Spécialiste des villes. Et le centre de développement de l'OCDE comprend 11 pays, me semble-t-il, africains.
C'est bien ça, une 11 dizaine. pays africains, dans Voilà. les 56 qui sont membres, oui. Absolument. Alors, vous, selon le regard un petit peu, je dirais, général, transversal que vous avez depuis l'OCDE, est-ce qu'il y a des spécificités dans les villes africaines par rapport à d'autres pays du Sud, en termes de développement, d'élaboration? Comment est-ce que les Africains envisagent les villes de demain sur fond d'investissement, d'engagement responsable? Bon, c'est une question très vaste. Permettez-moi de commencer par des chiffres. Vous savez, nous, on est numérotiques, comme on a l'habitude de dire. Bon, si on exclut les pays développés, qu'on appelle développés, disons, le continent qui est plus urbanisé, c'est l'Amérique latine, qui a à peu près 80% de la population dans les villes. Mais l'Asie et l'Afrique rattrapent très rapidement. Et effectivement, on voit que si on prend la Chine et l'Inde, d'ici à 2050, auront une population urbaine qui va augmenter à peu près égale à la population africaine actuelle. C'est-à-dire qu'ils vont créer 600 millions de citadins, ce qui est à peu près la population urbaine aujourd'hui en Afrique. Mais l'Afrique qui a le taux de croissance le plus élevé. Dans des pays comme le Burundi ou le Malawi, la population urbaine augmente de 4,5% tous les ans. Donc, il y a des processus très rapides. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, surtout du point de vue du développement durable? Bon, je pense que ça dépend du modèle d'urbanisation qui sera entreprise par le continent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'augmentation de la population africaine est la plus importante en termes historiques. Il n'y a jamais eu une augmentation de la population en volume et en vitesse comparable à ce qui se passe en Afrique. Pour ramener la comparaison aussi à l'Europe, grosso modo, l'Afrique va arriver au niveau d'urbanisation dans la moitié du temps qu'il a fallu à l'Europe pour arriver au même niveau d'urbanisation. Alors, on estime que si l'urbanisation va se traduire, peu importe comment, l'important est que les gens y vaillent à la ville, bon, ça sera un grave problème. Les collègues de la Banque mondiale en 2009, ils disaient dans les villes, la productivité est plus élevée. Faisons des infrastructures pour faciliter l'exode rural, qui aillent tous à la ville. Bon, ça serait un petit peu un désastre. Pensez un petit peu ce qui s'est produit au Mexique. La ville de Mexico, en 1973, avait 3,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est un monstre, avec 24 millions d'habitants. Je fais référence explicitement à des villes non africaines pour dire que des phénomènes similaires existent en Afrique. À ce moment-là, on n'a pas une ville, on a une congestion presque impossible à gérer du point de vue économique, social et environnemental. Donc là, c'est le point. Alors nous, on travaille beaucoup avec l'Union africaine. Tous les ans, on fait un rapport ensemble. Il s'appelle « Les dynamiques du développement africain ». On fait des travaux aussi dans des pays. En Éthiopie, on vient de réaliser un travail sur la relation, justement, urbain et rural, comment gérer ces relations. Et on va travailler maintenant avec UN Habitat, qui est l'agence des Nations Unies sur l'urbanisation, pour voir dans quelle façon les villes intermédiaires pourraient jouer un rôle important. On va y revenir un petit peu plus tard. Merci, Monsieur Pezzini. On retourne à Cotonou avec Monsieur le ministre, Monsieur Tonato. J'ai ouï dire que vous aviez engagé un certain nombre de travaux de grande envergure. Est-ce qu'on peut voir Monsieur Tonato à l'image? Voilà, bonjour Monsieur Tonato, on vous voit. Alors, vous avez engagé un certain nombre de travaux d'envergure pour réaménager les espaces commerçants et notamment les marchés. Vous avez construit plusieurs marchés selon des normes, on va dire, qui respectent un certain nombre de critères de sécurité, etc. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et comment vous faites pour convaincre les Béninois d'adhérer à ce projet parce que ça bouscule quand même les habitudes, Monsieur le ministre? Je vois, Madame, que vous connaissez très bien le contexte du Bénin. Je voudrais quand même dire que par rapport à l'adaptation au changement climatique, nous conduisons un programme assez exemplaire avec l'AFD qu'on appelle PAVIC, Programme d'adaptation des villes au changement climatique qui impacte 4 villes importantes et environ 2,5 millions d'habitants. Et que l'ensemble de ces projets, si je prends le projet d'aménagement de voirie, nous a permis, par rapport aux indicateurs de résilience vis-à-vis du climat et de développement sobre en carbone,
le programme des aménagements de voirie nous a permis de planter 32 000 arbres en alignement urbain, de poser 15 000 lampadaires solaires. Aujourd'hui, c'est de l'éclairage public solaire. Et ces marchés dont vous parlez sont également avec des cellules photovoltaïques pour régler un peu, réduire notre empreinte carbone. La démarche est peut-être schématisée de cette façon. C'est une nouvelle démarche de planification responsable, d'appui pour une gouvernance, une bonne gestion et enfin intervenir dans l'investissement pour réduire le gap en matière d'infrastructure. Infrastructure voirie, infrastructure d'assainissement, protection côtière, mais également une véritable construction du réseau des infrastructures marchandes, parce que la ville, c'est l'économie urbaine, c'est l'économie locale, c'est plus de la moitié de femmes qui vivent en ville qui vont animer ces marchés-là. Et sur Cotonou et dans une dizaine de villes, effectivement, nous avons lancé un programme que nous avons appelé modernisation des marchés urbains et régionaux, où nous essayons de mettre nos marchés aux normes acceptables, confortables d'exercice de l'activité commerciale. Vous savez, avant, vous avez des hangars troués quand il pleut, quand le soleil arrive. Les femmes ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions. Le système de gestion des déchets n'est pas en place. Le minimum de confort en matière de toilettes publiques, de garderie des enfants, d'infirmerie, autant de besoins que nous appelons des besoins de base qui devaient être présents dans ces infrastructures-là ne le sont pas. Et donc ce programme adresse de façon assez rapide, tant dans la ville de Cotonou que dans les principaux marchés régionaux qui animent la mature urbaine marchande du Bénin. On a attaqué, à part l'infrastructure routière, à part l'assainissement, à part la gestion des déchets, effectivement, le programme de modernisation des marchés est un programme emblématique pour lequel nous allons mettre, maintenant que tous les chantiers sont très bien avancés, nous sommes en train de mettre en place un système de gestion tripartite État, collectivité et spécialistes en matière de gestion des marchés pour assurer une certaine bonne gestion et une viabilité, une certaine durabilité de ces investissements-là. Ça se passe assez bien. Ces marchés seront livrés dans environ 5-6 mois. Ils sont très avancés et nous pensons que les bonnes dames seront assez contentes, heureuses d'accéder à ces infrastructures-là. Pendant ce temps, nous avons aménagé des espaces provisoires qui sont des espaces de relogement pour dire que l'activité commerciale ne s'est pas arrêtée. Chaque marché qui est en construction a bénéficié de l'aménagement d'une zone provisoire de relogement afin que les commerçants, les bonnes dames puissent continuer d'exercer correctement leur activité. Voilà, mais c'était pour dire que ça se mène de concert avec les mairies, de concert avec les collectivités locales, et c'est un programme qui est effectivement impulsé par le gouvernement. Alors effectivement, associer la société civile à tous ces projets de réaménagement territorial, peut-être que ce serait une des clés pour s'engager durablement vers cette éco-responsabilité. Du côté de Abidjan, Madame la Ministre, vous avez également fait bouger les lignes. Comment est-ce que vous faites pour convaincre les Ivoiriens d'adhérer justement à cette politique climatiquement responsable? Écoutez, je crois que nous avons d'abord l'engagement du gouvernement qui affirme sa volonté politique de lutter contre cette problématique du changement climatique. Et nous avons également donc, nos réformes et des politiques très fortes qui donnent des résultats concrets. Et donc, vous me permettez là de saluer donc, la présence de l'AFD sur ce plateau, avec qui, en Côte d'Ivoire, nous avons des projets majeurs. Et avec l'AFD, justement, nous avons entrepris donc l'actualisation du schéma directeur d'assainissement et de drainage dans l'agglomération d'Abidjan, ce qui nous aura valu donc de bâtir notre stratégie de lutte contre les inondations. Vous savez que Abidjan, c'est une ville entourée de plusieurs lagunes. C'est une ville qu'on appelle la perle des lagunes. Et donc, ce réchauffement climatique a des incidences
quelquefois très difficile dans l'agglomération d'Abidjan, où nous avons connu des périodes d'inondation et son lot de dégâts en pertes en vies humaines et en dégâts matériels. Heureusement, avec ce partenariat gagnant-gagnant avec l'AFD, nous avons donc réussi aujourd'hui à réaliser des ouvrages qui nous permettent donc de lutter efficacement contre le changement climatique. Nous avons d'importants projets, notamment en aménagement rural, des projets de réhabilitation et de réaménagement de quartiers précaires également dans l'agglomération d'Abidjan. Tout cela nous permet donc de faire en sorte que les populations vivent autrement. C'est vrai que des efforts restent à faire parce que c'est un processus et les infrastructures seront totalement réalisées d'ici à fin 2023. Je voudrais également saisir l'opportunité pour indiquer que la question de la mobilité dans l'agglomération d'Abidjan, je voudrais rappeler qu'Abidjan, c'est 7 millions d'habitants, avec donc cette pression des populations. À Abidjan, nous travaillons autour d'un projet important qui est le projet très urbain d'Abidjan, qui, je peux le dire, nous permettra également donc de veiller à ce que les populations puissent se déplacer avec beaucoup plus d'aisance. C'est un projet important. Il y a également la question de la mobilité durable avec les expérimentations de bus électriques qui sont déjà expérimentées au niveau de l'université d'Abidjan. Et c'est une étude qui est en cours afin de l'expérimenter ailleurs dans le pays. Voici autant d'exemples de projets qui sont réalisés, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et je voudrais remercier l'AFD pour son implication. Nous avons d'ailleurs d'autres projets avec d'autres bailleurs, des projets d'aménagement urbain également avec d'autres bailleurs qui sont en cours et qui aujourd'hui facilitent aussi bien la mobilité urbaine que la lutte contre les inondations dans l'agglomération d'Abidjan et dans certaines localités du pays. Alors, je vais me retourner tout de suite vers M. Audras, qui représente l'AFD, pour répondre un petit peu. C'est vrai que l'AFD est très, très actif sur le continent, à différents niveaux. Alors, moi, j'ai une question un petit peu transversale, M. Audras. C'est vrai qu'en Europe, la plupart des pays, aujourd'hui, s'engagent dans des investissements climato-responsables sur le continent. Le continent a différents partenaires, des bailleurs bilatéraux, multilatéraux, etc. S'agissant des partenaires bilatéraux, sans citer personne, certains ont des compliances un petit peu moins strictes en termes de responsabilité climat. Comment on fait aujourd'hui pour convaincre les Africains de s'engager vers la voie de cette responsabilité climatique? Finalement, c'est du long terme alors qu'ils ont des urgences et des propositions de l'autre côté de partenaires bilatéraux qui apportent une réponse compétitive et immédiate. Comment on fait pour les convaincre? Déjà, je voudrais dire qu'en écoutant le témoignage des deux ministres, on peut dire que, vous voyez, le témoignage met en avant que le sujet de la lutte contre le dérèglement climatique est au cœur de la définition des politiques publiques et nous sommes très honorés à l'AFD de travailler avec vous et nous apprenons beaucoup avec vous aussi. Je crois qu'il y a vraiment des leçons et des expériences que l'on peut retirer, y compris sur notre propre pays en France ici. Alors, l'Afrique, elle est résolument orientée et engagée dans la lutte contre les effets climatiques. Tous les pays africains ont ratifié l'accord de Paris. Tous. À l'agenda 2063, vous savez, cet agenda qui a été créé pour 50 ans par l'Union africaine, le sujet de la planification urbaine et de l'aménagement du territoire est un des principes clés et un des objectifs clés. Donc c'est déjà entré, je dirais, dans la définition des politiques publiques. Alors c'est pour ça que le dialogue avec les villes, avec les ministères qui travaillent au niveau des villes en Afrique est aisé, parce que
je crois qu'on a désacralisé un petit peu ces sujets de l'atténuation et de l'adaptation. On les a fait atterrir, si vous me permettez le terme, c'est-à-dire que très concrètement, qu'est-ce que ça signifie quand on travaille dans le dialogue avec les ministères et avec les villes sur les sujets d'atténuation et d'adaptation? Très concrètement, c'est lutter contre la surchauffe urbaine. On en a parlé avec les sujets de mobilité, de congestion automobile, etc. C'est le sujet des inondations. Les deux ministres en ont parlé. C'est un sujet extrêmement important. C'est aussi la conception des routes. Ici, c'est la conception de la forme urbaine, ici, de la planification urbaine. C'est le sujet de la pollution de l'air. Les villes africaines, certaines villes africaines sont extrêmement polluées. On chiffre le nombre de morts dus à la pollution de l'air et à la congestion automobile par millions tous les ans en Afrique. C'est le phénomène de la montée des eaux sur les zones côtières et c'est aussi le phénomène des sécheresses avec tous les impacts que l'on peut avoir sur les filières économiques ici. Donc notre rôle ici, c'est de convaincre, c'est de convaincre, mais pour convaincre ici, il faut qu'on arrive à avoir un effet de démonstration. Donc c'est de convaincre ici que travailler, mettre en place des infrastructures durables ici, ça permet d'augmenter les capacités de production, ça permet de redistribuer des revenus, ça permet de renforcer la résilience des territoires face aux effets du changement climatique et ça permet d'éviter des coûts futurs. Et c'est vrai que là, dans le temps du développement, c'est un temps long. C'est des coûts futurs, évidemment, de coûts futurs de pertes économiques, sécheresse, etc., donc de pertes dans le secteur agricole alimentaire. C'est le futur coût des catastrophes naturelles qu'on va essayer de réduire, d'éviter en travaillant très tôt sur les infrastructures durables. Et c'est aussi éviter dans les coûts futurs les soins de santé. Si on ne travaille pas sur la pollution sur l'air, la pollution sonore, voilà, on a des coûts de santé qui vont être croissants à l'avenir parce que la population africaine est très jeune, etc. Donc voilà, il faut travailler sur ça. Là aussi, je crois qu'il y a beaucoup de chance parce que c'est vraiment l'accompagnement dans ces secteurs-là de la part des bailleurs de fonds et des grands donneurs aussi que constitue l'Union européenne et tous les partenaires comme l'Agence française de développement et d'autres ici, c'est que on a des ressources pour vous accompagner. Et puis, on travaille aussi en coopération avec ce qu'on appelle des réseaux de villes très influents. Donc, évidemment, le C40, dont la présidence qui a été présidée par la maire de Paris, jusqu'à encore très, très récemment. Des organismes comme ICLE, qui sont très performants en termes d'accompagnement des collectivités locales sur les sujets climat. La COMECESA, c'est-à-dire la Convention des maires, donc en Afrique subsaharienne. Climate Change, donc voilà, beaucoup de partenaires qui, sur le terrain, nous permettent d'avoir un dialogue adapté, très concret avec les populations pour aider les pays et les collectivités locales d'Afrique sur cette démarche de trajectoire décarbonée. Et puis, mieux vaut prévenir que guérir, d'une certaine manière. C'est un petit peu le message de fond. Monsieur Pezzini, oui, j'aimerais voir avec vous dans quels moyens, comment on fait pour harmoniser les milieux urbains, comment on repense l'entrepreneuriat dans les villes de demain en Afrique, que ce soit dans les poumons économiques ou dans les villes intermédiaires dont vous parliez tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Bon, vous avez eu l'amabilité de rappeler une chose qui me préoccupe un petit peu, que je suis un économiste. Alors, je suis italien aussi. Et pour les Italiens, les mamans sont très importants. J'essaie toujours d'expliquer à maman ce que je fais et je n'y arrive pas. Et là, il y a deux exemples pour répondre à votre question, qui aident à expliquer pourquoi. Alors, les économistes, ils pensent qu'il y a une chose magique qui s'appelle les économies d'agglomération. Ça suffit de mettre ensemble des personnes et d'entreprises pour que la productivité augmente et tout marche bien. En vérité, je vous ai parlé de la ville de Mexico, mais on pourrait parler de beaucoup de villes africaines. Cela, souvent, ça crée de la congestion, pas de la productivité. 3 heures pour aller au travail et pour revenir, ce n'est pas de la productivité, c'est de la perte pour tout le monde. Donc, les économistes, ils ont inventé quelque chose d'autre. Ils ont dit, il faut créer un environnement qui conduise à la croissance. Mot magique derrière lequel on ne sait pas qu'est-ce qui se cache. Alors, souvent, ça se cache des modifications dans la législation pour persuader les pays qui pourraient attirer des investissements étrangers, donc les intérêts des grosses multinationales, en quelque sorte. Moi, je pense qu'il faut repenser ce concept. Et le repenser de la façon suivante. Allez en Afrique. Allez dans la périphérie d'une quelconque ville africaine, petite ou grande, qu'est-ce que vous voyez? Énormément d'activités entrepreneuriales, des gens qui toute la journée, ils la dépassent de façon farouche à travailler très durement pour résoudre des problèmes quotidiens qui existent, la logistique, la possibilité d'avoir des informations sur le marché et tout ça. Or, cela, ça ne se passe pas vraiment ici, en Italie, en France, d'autres pays. Pourquoi? À 500 mètres, vous pouvez rencontrer
un comptable, un expert comptable. Vous avez un centre pour vérifier la qualité des produits. Vous voulez savoir des informations sur la tendance de la mode, c'est facile à les avoir. Ce qui manque au niveau local, c'est exactement tous ces services qui pourraient permettre à une petite entreprise d'être compétitive parce que l'énergie y est, le travail y est. Alors, une petite entreprise en particulier, pourquoi? Vous êtes petite, vous ne pouvez pas faire tout à l'intérieur. Donc, vous l'achetez à l'extérieur, mais c'est à l'extérieur d'à côté. C'est ça qu'il faut mettre en place, tout cet ensemble de services. Alors, des fois, il faut créer, en regardant ce qu'ils ont fait d'autres pays, je ne sais pas, la Chine, par exemple, des free zones, on les appelle free zones, c'est-à-dire un endroit dans lequel on dit on ne peut pas le faire partout, faisons-le au moins là-bas. Autrefois, il faut mettre en place des politiques territoriales. Dans les années 60, il commençait à exister, en Europe comme en Afrique. Malheureusement, les organismes internationaux, ils ont commencé à dire que ça ne servait à rien, qu'il fallait faire des politiques économiques orthodoxes. Et aujourd'hui, on pleure parce qu'il manque exactement ça, un tissu qui soutienne les entreprises. Deux exemples pour clarifier les choses. La digitalisation va être très importante maintenant, aussi bien que les projets verts dans les entreprises. Dans un cas comme dans l'autre, comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, on parle toujours du financement, c'est fondamental. Mais regardons qu'est-ce qu'il avait fait M. Roosevelt quand il a voulu moderniser l'agriculture américaine. Il a créé une chose qu'il appelait Extension Services, des techniciens qui vont dans les entreprises et ils expliquent qu'il y a de nouvelles technologies qui peuvent être utiles à produire le produit que vous faites et ils vous accompagnent. Ce sont des services réels, ne sont pas nécessairement de l'aide financière. Eh bien, c'est ça qu'il faut construire. Et est-ce qu'il y a des régions ou des pays qui s'illustrent à travers justement ces innovations appliquées au monde du travail qui permettraient une forme de déconcentration et de décongestion? Alors, il y a déjà en Afrique, comme dans tous les pays, beaucoup de clusters, on les appelle, non? Des petites entreprises qui travaillent plus ou moins dans le même secteur et sont localisées à côté. Alors, il faut les transformer dans des grandes entreprises sur le toit. C'est-à-dire qu'il faut que chacun se spécialise en faisant une partie du processus productif. Ils existent au Maroc, dans beaucoup de secteurs, maintenant aussi dans la mécanique, au nord du Maroc. Ils existent aussi dans le secteur du tourisme. Je vous fais un autre exemple. Les voitures qui sont produites en Afrique du Sud utilisent des batteries qui sont faites au Botswana. Et les sièges sont faits au Lesotho. Donc, il existe déjà des chaînes des valeurs qui peuvent être rassemblées et créées. Maintenant, il faut faire des politiques industrielles pour faciliter tout ça. Et bien évidemment, des politiques industrielles de nouvelle génération qui soient aussi vertes. Mais ces choses existent, il y en a plusieurs, il faudrait aller davantage. À nouveau, une faute des organismes internationaux. Pendant des années, on a dit les politiques industrielles, qu'est-ce que c'est ça? Il faut laisser le marché faire. Eh bien, le marché tout seul ne le fait pas. Donc, il faut des politiques. Alors, je vais me tourner vers les politiques. Je vais me tourner vers Monsieur le ministre, Monsieur Tonato, à Cotonou. C'est très intéressant. J'aimerais vous faire rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Pezzini, sur la façon dont on décongestionne les poumons économiques des pays africains, donc Cotonou en l'occurrence en ce qui concerne le Bénin. Vous avez déclaré, Monsieur le ministre, que vous souhaitiez que Cotonou devienne une étape incontournable sur le corridor Abidjan-Lagos. Donc on est à quelques mois, on va dire, de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange africaine, normalement. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le continent se tourne vers une intégration continentale et a envie d'en finir avec ces économies extraverties? Comment est-ce que le Bénin se positionne en termes d'intégration régionale? Est-ce que c'est la clé du développement pour vous, Monsieur le ministre? Tout à fait. Si vous avez bien suivi le programme d'action du président Talon, le Bénin, tout en se concentrant sur son développement nécessaire au dialogue avec les autres, est résolument toujours et veut être une plaque tournante dans la sous-région ouest africaine. Je dirais aujourd'hui que Cotonou est une étape sur le corridor Abidjan-Lagos. En parlant d'étape incontournable, c'est que notre ambition dans ce programme d'action du gouvernement, c'est de faire changer de palier pour que Cotonou soit à même. Quand j'écoute
Madame Ouloto, ma collègue d'Abidjan, je viens d'Abidjan, c'est une ville dans laquelle j'ai vécu pendant un certain temps. Je connais très bien, je connais la dimension d'Abidjan. Et toute chose égale par ailleurs, la comparaison ne sera pas forcément au niveau de la taille, ni au niveau de la démographie, mais au niveau de la qualité des services qu'on est capable de trouver sur les étapes, chaque étape de ce corridor-là. Et les choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui pose les bases d'une infrastructure durable qui permet de lutter contre le changement climatique. Je n'ai pas parlé de la protection côtière qui a été une situation définitivement réglée au niveau de la côte de Cotonou. Nous sommes très avancés sur le programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Près de 150 km de voiries aménagées, un réseau d'une quinzaine de marchés. Bref, c'est ça ce que nous appelons, sans oublier tout ce qui accompagne la modernisation du port autonome de Cotonou. Et tout ça ne nous a pas empêché de penser à la question du logement. Nous avons une zone de développement de logement économique, 11 000 logements à Ouédou, qui est une partie d'un programme de 20 000 logements. En fait, c'est vraiment un développement que nous souhaitons inclusif. Dans la ligne de l'ODD 11, c'est-à-dire que les infrastructures sont là, nous veillons à ce qu'il y ait un développement équilibré du territoire. Donc, il y a une partition commune que mon département joue avec le département des infrastructures où, avec ce maillage du territoire en réseau routier, nous travaillons sur les pôles alternatifs de développement de façon à éviter la congestion dont on parlait tout à l'heure dessus Mexico et que Cotonou soit tout en étant une ville à l'échelle humaine, à l'échelle du Bénin, qui est un pays de 12 millions d'habitants, que Cotonou est l'essentiel de tous les services et que n'importe qui arrive à Cotonou ait accès à l'essentiel aujourd'hui de la modernité et à une vie que je pourrais appeler une vie décente. Dans le même temps, Cotonou a les moyens de se connecter à Lagos, a les moyens de se connecter à Lomé, à Accra, à Abidjan, et que le travail à distance également puisse se passer. Là, je fais un peu allusion au développement du numérique dont nous avons fondamentalement besoin aujourd'hui, qui me permet aujourd'hui de parler avec vous pendant que vous êtes à Paris, tout en étant à Cotonou. S'il n'y avait pas un minimum d'infrastructures, de connexion, cela aurait été extrêmement difficile. Donc, étape incontournable, voilà ce que nous voulons dire, est étape incontournable, c'est par Cotonou que nous allons nous connecter à la sous-région, c'est Cotonou qui va connecter l'interland du Bénin à la sous-région ouest-africaine. Et nous pensons que le programme d'action du gouvernement tel que l'a dimensionné le président Patrice Talon permet d'attaquer dans chaque secteur des pans essentiels de cet équipement en infrastructure de base qui nous permettent ensuite de pouvoir redistribuer ces services au niveau des villes moyennes, au niveau de l'Interland et de pouvoir dialoguer confortablement avec les pays limitrophes et toute la sous-région. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, je vais donner le mot de la fin à Madame Ouloto, Madame la Ministre. Le temps qui nous est imparti est déjà malheureusement pratiquement terminé. On retourne donc à Abidjan. Merci, alors, merci. Oui. Alors, Madame la Ministre, vous avez le mot de la fin. J'ai envie de terminer avec vous sur une question plutôt d'actualité. Nous sommes en période de pandémie de Covid-19. De quelle façon est-ce que cette pandémie a impacté votre ministère? On sait que l'hygiène, la salubrité, les questions d'assainissement ont été au cœur de toutes les conversations de ces derniers mois. Qu'est-ce que ça va changer pour vous concrètement, en substance? En quelques mots, Madame la Ministre, on vous écoute. Merci. Je voudrais dire que la question de la Covid en Côte d'Ivoire, comme vous l'imaginez, à travers nos différentes informations, sont bien prises en main. La Côte d'Ivoire, heureusement, donc, a su faire face à cette pandémie malgré les grosses difficultés. En ce qui concerne notre secteur, nous avons accompagné, comme tous les ministères d'ailleurs, le ministère de l'assainissement. Et le premier impact, c'est en termes de satisfaction, l'amélioration de notre capacité, l'amélioration du service public, de manière à faire en sorte que les populations ne soient pas infectées par les déchets issus justement
de la gestion de la Covid. Et donc, cela nous aura permis d'intensifier notre stratégie de sensibilisation et d'éducation au comportement. Cela nous aura permis également de mobiliser toutes les parties prenantes afin que partout où les populations se trouvent, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, l'approche de la gestion des déchets soit différente. Aujourd'hui, avec la Covid, les populations ont effectivement pris conscience de la nécessité de bien gérer leurs déchets, notamment leurs déchets issus de la protection donc, et de la lutte contre la Covid. Je voudrais indiquer en tout cas que cela aura permis aux Ivoiriens de prendre conscience de la nécessité d'avoir une politique moderne de gestion des déchets, avec des infrastructures modernes, avec un système éco-citoyen qui nous permet donc de garantir la santé des populations. Avec la gestion de la Covid, nous avons fait le lien entre l'assainissement, la salubrité et la santé. Aujourd'hui, ce message est très bien perçu par les populations. C'est vrai qu'il y a eu quelques conséquences économiques, comme dans tous les secteurs, mais je voudrais saluer ici donc la volonté du président de faire en sorte que le secteur de l'assainissement, de la salubrité soit un secteur prioritaire au point où l'impact financier ou économique n'a pas été très visible dans notre secteur qui a été protégé. Les infrastructures, la construction des infrastructures continue. Les projets d'envergure en ce qui concerne la lutte contre les inondations également continuent malgré la Covid. Aucun projet donc n'a été suspendu, fort heureusement. Je crois que les populations sont très heureuses. Ce sont des approches concrètes qui rassurent les populations et qui naturellement créent un sentiment donc de satisfaction en ce qui concerne et la gestion de la Covid et l'approche assainissement et salubrité en Côte d'Ivoire. Alors la Covid, on l'aura compris, c'est à la fois un défi, mais aussi une opportunité pour accélérer, avancer sur la voie de l'assainissement et des investissements responsables en matière d'aménagement du territoire en milieu urbain sur le continent. Alors malheureusement, on me fait des grands signes, hein, le temps qui nous était imparti est déjà complètement écoulé. Merci infiniment à tous d'avoir été présents avec nous. Merci Madame la Ministre, vous étiez avec nous depuis Abidjan. Merci Monsieur Tonato, Monsieur le Ministre, qui était avec nous en direct depuis Cotonou. On salue également tous les Béninois. Merci Monsieur Pezzini d'avoir été présent à Paris avec nous. Monsieur Audras, merci infiniment. Je vous dis à très bientôt. Le débat continue sur les réseaux sociaux et je vais maintenant laisser la parole à Delphine Chen sur la seconde table ronde consacrée à l'innovation en milieu urbain sur le continent. À très bientôt. Merci.